Bienvenue sur ce quatrième module de la formation PSA et j'ai nommé l'approche sécuritaire de l'animal. Donc, je suis revenu dans mon environnement véranda pour pouvoir vous montrer sur Casper l'approche sécuritaire de l'animal. Donc, on va voir naturellement la préparation. On va également parler des autres dangers. Donc, ça, c'est tout ce qui est au niveau de l'environnement. On va parler des ressources en cas d'urgence et l'équipement de protection individuelle, l'approche de l'animal elle-même, les signaux d'apaisement, on va survoler ça, les signes d'agressivité et naturellement essayer d'établir par le fait même le mécanisme causal. Donc, qu'est-ce qui a pu arriver à l'animal? Vous savez, un des premiers points qu'on va regarder, c'est au niveau de la préparation. Être prêt, être préparé, il n'y a rien de mieux que ça parce que ça vous permet que lorsqu'une situation survient, ben, vous savez quoi faire, vous avez les outils à portée de la main et vous êtes en mesure d'agir promptement puis adéquatement. Donc, si on regarde le 4.11, trousse de premiers soins. Donc, avoir une trousse de premiers soins, c'est bon pour vous, c'est bon pour votre animal, ça s'applique à toute la famille. C'est de savoir quel genre de trousse de premiers soins, quel type d'équipement de premiers soins qui peut également s'adapter aux deux, donc à l'animal et à l'humain. Donc ça, c'est la première chose qu'on va essayer de concevoir. C'est une trousse de premiers soins qui va pouvoir servir aux deux, les êtres humains et les êtres animaux. Il y a un module sur les trousses de premiers soins, c'est vers la fin de la formation. Pour l'instant, on fait juste en parler. Alors, avoir à portée de la main une trousse avec le minimum d'équipement à l'intérieur rempli de façon adéquate. Donc, avoir une trousse, ça c'est super important. Vous pouvez en avoir une à la maison, naturellement, une dans le véhicule. Si vous êtes du genre à faire des sports avec votre chien, ou votre chat, ben là, vous pouvez avoir un sac à dos et partir en randonnée ou faire du trek ou n'importe quoi, mais naturellement avoir toujours sur soi le minimum pour pouvoir intervenir. Si la voiture n'est pas trop loin, ben dans la voiture, c'est suffisant. Si vous êtes à la maison, naturellement, c'est le meilleur environnement. Ensuite de ça, au chalet, si vous avez un chalet. Donc, vous comprenez le concept d'avoir une trousse de premiers soins rempli et avoir un minimum d'équipement. Ensuite, le plan d'urgence. Avoir un plan d'urgence, c'est sûr que beaucoup des gens qui regardent cette vidéo-là vont s'en servir pour des besoins professionnels. Que ce soit des promeneurs de chiens, que ce soit des toiletteurs, toiletteuses, que ce soit n'importe quelle personne qui gravite dans le monde des animaux. C'est toujours bon d'établir une marche à suivre qui doit être suivie lorsque va survenir une urgence. Donc, d'avoir à portée de la main un cartable ou sur son téléphone intelligent, une procédure pour chacune des situations. Donc, dans le cas d'un service de toilettage, ben, vous devez savoir si un animal se blesse, naturellement, les numéros à composer, que ce soit celui du service urgence animale, que ce soit celui d'un centre de référence qui peut vous donner de l'information par téléphone, que ça, c'est d'avoir ça rentre dans la préparation, ça rentre dans savoir quoi faire en cas d'urgence. Ensuite, c'est de dire, bon, ben, s'il se passe, exemple, un incendie, comment on va procéder? Alors, c'est d'avoir des transporteurs en quantité suffisante. C'est d'avoir naturellement, on en a parlé, des trousses de premiers soins, ces choses-là, mais c'est d'avoir un plan pour savoir intervenir adéquatement au moment où il va se passer quelque chose. Parce que vous savez, il va toujours se passer quelque chose et tout le monde dans le monde des animaux vont dire, ça se passe toujours le dimanche soir, après la fermeture des cliniques régulières, des hôpitaux vétérinaires réguliers, donc où les animaux sont suivis sur une base régulière. Donc, c'est vrai que les urgences surviennent souvent à des moments, premièrement, où on s'attend moins, et deuxièmement, à des moments qui sont pas toujours
optimale pour pouvoir justement avoir de l'aide rapidement. Donc voilà une autre bonne raison de devenir membre du service urgence animale. Donc d'avoir un plan d'urgence, c'est aussi que les gens autour de nous soient au courant de quoi faire en cas d'urgence. Vous savez, je prends un exemple, là, ça ne s'applique pas aux animaux de compagnie, mais dans une écurie, c'est toujours bon aussi d'avoir un plan en cas d'incendie, de communiquer avec sa municipalité, de mettre des actions en place pour leur dire, ben écoutez, moi, en cas d'incendie, j'aimerais ça qu'on procède comme ça, comme ça, comme ça. Et puis, c'est toujours bon de communiquer justement avec son service des incendies pour leur montrer à quel point vous êtes proactif et à quel point vous voulez aider dans le cas d'une situation d'urgence. Et de leur côté, eux, ça va leur permettre de dénombrer ou du moins de dire, ben, écoutez, il y a combien d'animaux à l'intérieur en temps normal. Donc, c'est vraiment important de mettre en place des procédures à suivre. Vous savez, nous, dans notre travail, si c'est un chat dans un arbre, ben il y a une procédure à suivre. Si l'animal miaule, si l'animal miaule pas, si l'animal ça fait moins de 12 heures, plus de 12 heures, les conditions météo, absolument tout est pris en considération pour pouvoir intervenir adéquatement. On ne vous demande pas à la maison d'avoir un cartable rouge installé sur le bord de la porte d'entrée, écrit plan d'urgence familial. Quoique ce serait une bonne chose, mais au moins d'avoir un minimum de savoir quoi faire dans quel genre de situation. Si vous avez 2 chats à la maison, d'avoir 2 transporteurs, toujours facile d'accès dans un endroit où vous savez où ils sont les transporteurs, pas dans le garage en dessous des pneus d'hiver. Vraiment un endroit où c'est facile d'accès. Si vous avez à quitter votre domicile rapidement, avoir planifier. C'est vraiment le mot-clé dans le module, du moins au 4.1, au niveau de la préparation. C'est vraiment la planification. Ensuite, votre téléphone intelligent au point 4.1.3. Donc, qu'est-ce qu'on entend par téléphone intelligent? C'est premièrement d'avoir les numéros adéquats, les numéros en cas d'urgence. Tantôt, j'ai parlé des centres de référence, hein? Donc les CVRS, les DMV, le CVL. Si vous êtes dans la région de Montréal, si vous êtes dans la région de Québec, là, vous avez d'Aubigny, ces choses-là. Les cliniques qui sont 24 heures, les cliniques qui sont en mesure, les hôpitaux même, qui sont en mesure de pouvoir répondre rapidement et à toute heure du jour ou de la nuit. Ça, c'est toujours bon d'avoir ça dans son téléphone. Si ce n'est que pour les aviser que vous êtes en direction avec un animal qui est dans telle condition, pour qu'eux puissent se préparer à intervenir et naturellement dire à leur équipe, ben, écoutez, on a un chien ou un chat qui s'en vient avec tel genre de situation. Donc eux, ça leur permet de pouvoir vous accueillir de façon plus efficace et sauver des précieuses secondes, des précieuses minutes. C'est dans cette optique-là qu'on va leur téléphoner pour annoncer notre arrivée. Ensuite, un téléphone intelligent, naturellement, qui dit téléphone intelligent dit application. Donc, à l'intérieur de votre téléphone, naturellement, il y a une panoplie d'applications qui sont en lien direct avec les animaux de compagnie. Il y en a une qui attire notre attention particulièrement et pour laquelle nous, à l'interne, on fait un beau thumbs up. C'est celle de la ASPCA, donc la American SPCA, a développé une application pour tout ce qui est niveau de toxicité des aliments et puis bon, vraiment une application extrêmement complète. C'est bon pour les chats, les chiens, les oiseaux, les lapins. Donc même les exotiques, c'est ça, sont pris en considération dans cette application-là. Vraiment un outil extrêmement complet que vous pouvez avoir à portée de la main. Ça remplace pas un vétérinaire, ça remplace pas le diagnostic ou l'intervention de l'équipe vétérinaire. Par contre, ça vous informe et ça vous met une piste de solution. Fait que je pense que c'est super important d'avoir ce genre d'outil-là à portée de la main. Donc, téléphone intelligent, d'avoir à l'intérieur de son téléphone le numéro des services animaliers. Là, j'y viens naturellement, là, tout ce qui est ressources externes que vous pouvez avoir. Donc, préparez votre téléphone. Hein? On le sait maintenant, en 2019, tous les gens
ont leur téléphone à portée de la main dans un rayon d'1 mètre et ce, quasiment en tout temps. Donc, c'est un outil qui peut éventuellement nous aider à gagner des précieuses minutes. Alors ça, c'est ça qu'on entend par téléphone intelligent. Au 414, formation. Bien, vous savez, ce que vous faites présentement, c'est une certaine forme de préparation. Vous êtes en train d'absorber de l'information qui va éventuellement vous servir en cas d'urgence. Souvent, je parle à des gens qui ont suivi la formation, puis ils me disent, Éric, le tableau des signes vitaux, là, ça a sauvé la vie de mon animal. J'ai été capable de reconnaître rapidement l'urgence. Donc ça, c'est une forme de préparation. Ah, Éric, j'ai téléchargé justement l'application de la ASPCA. Je me suis rendu compte que ce que mon animal a mangé, c'était vraiment trop toxique. Alors, j'ai allumé tout de suite, je suis parti, je suis allé chez le vétérinaire, j'ai sauvé la vie de mon animal. Donc, la formation, c'est toujours excellent pour justement se préparer à ce qui arrive quelque chose, si ce n'est que se conscientiser. Donc ça, la formation, que ce soit la nôtre, que ce soit celle de n'importe quelle autre organisation, que ce soit sur les premiers secours, que ce soit sur les signaux d'apaisement, la communication avec les animaux. Bon, vous pouvez vous développer au privé sans nécessairement aller suivre une technique en santé animale ou un doctorat en médecine vétérinaire. Vous pouvez, au privé, facilement avoir une belle gamme de formations qui vont vous permettre justement de savoir quoi faire avec votre animal en situation d'urgence. Donc, la formation. Ensuite, 4.1.5, visualisation et simulation. Bon, quand je disais de savoir réagir en cas d'urgence, c'est aussi de savoir se poser les questions. C'est un exercice que vous allez faire d'entrée de jeu. Si vous mettez en place un plan d'urgence, vous allez devoir vous poser des questions. Mais qu'est-ce qui peut arriver dans mon environnement? Est-ce que je suis propriétaire d'un salon de toilettage? Et bon, je dois prévoir ça. Non, je suis à ma résidence seulement, je suis à la retraite. Quel genre d'urgence qui peut arriver? Ça. Je suis un amateur de sport canin, j'amène mon chien avec moi lors de compétitions d'agilité. Bon, qu'est-ce qui peut arriver dans une compétition d'agilité? Ça. Donc, c'est vraiment d'avoir une image mentale de qu'est-ce qui pourrait se passer et éventuellement d'essayer de voir les scénarios qu'on va emprunter. Vous savez, tout ça, c'est une série de Y. Hein? Donc là, vous arrivez à une intersection gauche-droite. S'il se passe ça, je fais ça. S'il se passe ça, je fais ça. J'arrive à l'autre intersection. S'il se passe ça, je fais ça. S'il se passe ça, je fais ça. Donc, vous allez vraiment pouvoir naviguer dans votre série de Y plus efficacement si vous les avez imaginez à la base et si vous les avez visualisés, de quelle façon que vous pouvez intervenir, naturellement, toujours dans un contexte réaliste et en fonction de ce que vous avez à portée de la main. Donc, la visualisation et la simulation, très important. Ce qui nous amène au 4.2. Donc, les autres dangers, on parle ici de l'environnement. Quand on parle d'environnement, ce n'est pas le changement climatique, on parle d'environnement à portée de ce qui vous entoure au moment de l'urgence. Alors, c'est sûr et certain que dans certains cas, l'endroit où se trouve l'urgence, où se déroule l'urgence, c'est vraiment source de danger. Okay? Donc, il faut naturellement regarder l'emplacement de l'urgence. Okay? Si c'est en bordure d'une autoroute, il y a déjà plus de risques que si c'est dans votre cour arrière. Et que vous savez pertinemment, là, bon, vous la connaissez, votre cour arrière, là, vous savez qu'il n'y a pas de fil haute tension, vous savez qu'il n'y a pas de ligne de gaz ou quoi que ce soit, il n'y a pas de circulation automobile aussi. Donc, c'est sûr que chaque endroit comporte son lot de dangers. L'emplacement de l'urgence peut éventuellement être un problème pour vous. Vous savez, ce module-là a pour but de vous protéger, vous. Donc, quand on parle de préparation, quand on parle de justement les lieux d'une urgence, quand on parle de l'emplacement de l'urgence, ben c'est de ça qu'on parle. C'est qu'est-ce qui éventuellement pourrait causer préjudice, mais surtout vous causer des blessures, éventuellement même la mort. Donc, c'est ce qu'on veut. On veut aller identifier rapidement. L'emplacement de l'urgence, si c'est un chien qui est sur les glaces,
d'une rivière ou d'un fleuve ou peu importe, et puis le chien est à la dérive, bon, ça représente un danger pour vous si vous essayez d'intervenir dans ce milieu-là. Même chose, j'en ai parlé en bordure des voies rapides. Ça, c'est une autre chose qui est très importante à considérer. Les poteaux hydroélectriques, que ce soit le simple poteau que vous avez face à votre résidence ou le pylône électrique, les deux comportent, dans le fond, les deux peuvent vous tuer. C'est pas, il faut pas sous-estimer la simple ligne électrique là, qui part de la rue puis qui s'en vient à votre domicile. Ça peut facilement être mortel, même si le fil est gros comme mon index. En termes de diamètre, ben ça fait pas de ce fil-là un fil moins dangereux que un pylône d'Hydro-Québec. Donc ça, c'est les genres de choses à considérer. Ça se passe où l'urgence? Le chat est dans un arbre, est-ce qu'il y a des fils à proximité? Le chien est sur les glaces, le chien est dans l'eau. Donc si vous n'êtes pas super nageur et que vous approchez l'animal, même si vous êtes super nageur et que vous approchez l'animal, il y a un risque. L'animal peut vous attaquer, peut vous mordre, il peut paniquer, puis éventuellement réagir de façon à mettre votre sécurité en danger. Donc l'emplacement, c'est un point majeur dans l'environnement et les autres dangers. Ensuite, l'ampleur de l'urgence. Je dis souvent à la blague, quand je fais la formation dans les classes, je dis souvent à la blague, si vous avez une vanne de cochons qui s'en allait malheureusement à l'abattoir et puis que cette vanne-là tombe sur le côté, que les portes ouvrent puis que vous vous ramassez avec 200 cochons en plein milieu de l'autoroute 20, ça, c'est l'ampleur de l'urgence. Donc ça, c'est le nombre aussi. On parle du nombre d'animaux impliqués à 424, pardon. Donc le nombre d'animaux impliqués, ben c'est ça vient un peu rejoindre l'ampleur. C'est un peu imbriqué parce que s'il y a beaucoup d'animaux, ça va faire en sorte que l'urgence elle devient plus grave, entre guillemets. Mais qu'est-ce qu'on entend par ampleur? C'est est-ce que c'est un incendie? Est-ce que c'est une inondation majeure? Ou est-ce que c'est simplement les pluies qui ont fait qu'il y a de l'eau dans le sous-sol? Il y a différents types d'ampleur d'urgence et ça aussi, ça peut avoir un lien direct sur votre sécurité. Donc ça, c'est à considérer. Ensuite, les dangers apparents sur les lieux. Vous savez, les dangers sont pas tous apparents. Par contre, il y en a sur lesquels on peut avoir un visuel très facile. Donc, je parlais de ligne haute tension. La ligne haute tension est apparente comme telle. L'électricité, elle, n'est pas apparente. Par contre, on sait que c'est un danger mortel. Les gaz, exemple, un véhicule qui serait dans un garage là, qui fonctionne, vous rentrez dans le garage, vous voyez le chien au sol, posez-vous la question, est-ce que ce qui a fait en sorte que mon animal est au sol, est-ce que ça va m'arriver aussi? Donc, c'est le genre de choses qu'on doit... vous savez, il y a un genre de petit dicton dans le domaine d'urgence pour humains qu'on dit de héros à zéro. Ben c'est exactement ça que ça veut dire. C'est lorsqu'on veut trop faire notre héros rapidement, on peut facilement devenir zéro. Donc, on peut décéder ou avoir des blessures extrêmement graves. Donc ça, les dangers apparents, naturellement, l'animal lui-même peut être un danger apparent, on l'oublie souvent, mais un animal blessé, malade, va se sentir vulnérable, va savoir qu'il est plus facilement, justement, qu'il est vulnérable, donc s'il se passe quelque chose, il est malheureusement pas en mesure d'intervenir comme il pourrait avec ses capacités à 100%. Donc, il sait, et en sachant ça, naturellement, il peut devenir plus agressif, beaucoup plus sur la défensive. Donc, au niveau des dangers, il y en a des multitudes de dangers. Vous savez, dans un cours de premier répondant pour humains, là, il y a des lettres, là, A, C, F, H, I, L, et puis vous devez trouver un danger pour chacun d'entre eux. Donc, justement, A, ça pourrait être l'animal lui-même. Donc, ensuite de ça, C, ça pourrait être un couteau, ou bon, peu importe. Fait que vous devez vous dire que n'importe quoi dans votre zone de travail, dans votre environnement immédiat, peut éventuellement devenir un danger. Donc, on parlait tantôt de la circulation. Les voitures, c'est un danger. Donc, les dangers sont apparents ou non, mais naturellement, il faut être conscient de ça.
Ensuite, à 424, on parle du nombre d'animaux impliqués. Ben, j'en ai parlé. Si vous voyagez avec vos animaux et puis que vous êtes comme nous, là, vous avez 3 chiens et vous allez au chalet, bon, vous prenez la 15 Nord, et un accident de la circulation, vos animaux sont blessés à l'intérieur du véhicule. On va en parler de ça dans les prochains modules. Comment prévenir ça, justement. Mais il y a quand même 3 chiens blessés, donc c'est pas si facile que ça, ou du moins ça rend la situation un peu plus complexe d'essayer d'intervenir sur 3 chiens dans un environnement clos que sur un chat à la maison. Donc, c'est ce genre de choses. Vous voyez, dans l'exemple que je viens de vous donner, on a l'emplacement de l'urgence, hein, c'est dans le véhicule, sur une voie rapide. On a l'ampleur de l'urgence, ben, les animaux sont blessés gravement. On peut être blessé gravement aussi. Les dangers apparents, ben là, naturellement, on est encore sur l'autoroute, donc ça peut éventuellement être les autres véhicules, les animaux eux-mêmes. Le nombre d'animaux impliqués, ben c'est ça, il y en a 3. Et on va faire un beau petit lien ici vers le 4, 2, 5. Le comportement des animaux blessés, ben s'ils sont agressifs, ce qui va fort probablement être le cas, ben là, à ce moment-là, vous devez faire vraiment attention. C'est sûr que manipuler un chat, un chien ou manipuler un cheval, la game est totalement différente. Là. Vous pouvez pas comparer ça. Donc, mais un chat qui est agressif peut quand même faire énormément de dommages. Donc, vraiment, c'est le genre de choses que vous devez toujours avoir en tête, ces 5 points-là. L'emplacement, l'ampleur, les dangers, le nombre d'animaux impliqués et leur comportement. OK? Donc, on est rendu au 4.3. Alors, le 4.3, c'est les ressources que vous avez à votre disposition si éventuellement il se passe quelque chose. Bon, premièrement, il y a nous. Hein, donc, au 4.3.1, c'est nous, le service sauvetage animal Rescue. Donc, comment on peut vous aider? Mais naturellement, si vous êtes membre, si vous êtes devenu membre, vous avez accès au 911 Animal. Le fait d'avoir accès à une ligne 24 heures sur 24 qui est là pour vous écouter et éventuellement mettre des choses en place pour vous venir en aide rapidement, mais ça, c'en est de la préparation, mais c'est aussi une ressource inestimable. Si vous savez qu'à tout moment du jour ou de la nuit, vous pouvez nous rejoindre, déjà, nous, on peut vous assister, même si c'est des choses qui sont pas nécessairement dans notre champ de compétences. Vous êtes aux prises avec un chevreuil blessé en bordure d'une route, vous êtes aux prises avec un raton laveur qui est blessé. C'est sûr que c'est pas le genre de choses que nous pouvons intervenir. Par contre, on peut vous référer, on peut vous guider, on peut vous mettre en communication immédiatement avec les bonnes ressources. Puis ça, je pense que nous, on fait un peu l'entonnoir. Là. On va recevoir tous les types d'appels et on va éventuellement aiguiller ça vers la bonne ressource. Ça se peut fort que ça soit nous la bonne ressource et que nous intervenions. Par contre, ça se peut aussi que ça soit pas nous. Puis là, à partir de là, ben, on va vous mettre en communication avec les gens concernés. Ça peut être qui ces gens-là? Ben, le service des incendies. Vous savez, il y a malheureusement un mythe qui entoure le service des incendies. Les pompiers vont pas sauver les animaux dans les arbres et même vraiment très rarement là, vont intervenir sur une situation qui implique un animal. Donc, ça arrive à l'occasion. Je dis pas que ça arrive jamais. Ce que je dis, c'est qu'il faut pas prendre pour acquis qu'ils vont le faire parce que quand ils vont intervenir, c'est vraiment sur une base sporadique. Puis ça fait pas partie de leur mission première. Donc, il faut pas leur en vouloir. Ils font leurs choses, on fait les nôtres. Et puis, eux vont prioriser les vies humaines. Nous, on va pouvoir s'occuper des animaux par la suite. Donc, le service des incendies, c'est toujours bon. Par contre, d'avoir le numéro pour les rejoindre de façon non urgente. Okay? Parce que vous savez, un chat dans un arbre ou ce genre de situation-là, c'est pas une situation urgente. Donc, si vous voulez rejoindre votre service des incendies, ayez les 2 numéros, le 911 pour les situations urgentes et les numéros non urgents. Donc, encore là, ça fait partie de la préparation de savoir ces numéros-là, avoir ça dans son téléphone intelligent. Ensuite, si vous appelez le service des incendies,
peu importe la raison. Ça se peut qu'ils vous réfèrent même directement à nous. C'est le cas justement à Montréal. Qu'est-ce qu'on a d'autre comme ressources qui peut éventuellement vous aider? La garde côtière canadienne et la garde côtière canadienne auxiliaire, c'est des entités qui peuvent vous venir en aide naturellement au niveau de l'eau, des plans d'eau. Donc, que ce soit sur un lac, le fleuve ou peu importe. C'est pas tous les lacs au Québec qui sont patrouillés par la garde côtière. Par contre, si vous êtes dans des plans d'eau, là, je pense ici, là, justement, tout ce qui est lac Saint-Louis, fleuve, un peu plus loin, là, dans le coin là, de tout ce qui est finalement entre Québec et Montréal, là, principalement, c'est des zones qui sont patrouillées, c'est des zones qui sont surveillées, autant par la garde côtière auxiliaire, que les services de police comme la Sûreté du Québec ou ces choses-là, vont être sur l'eau pour, exemple, les soirs de feux d'artifice ou des choses comme ça. Prenons un exemple justement avec les feux d'artifice. Vous êtes sur une embarcation, vous avez amené votre chien sur l'embarcation. J'espère que vous n'avez pas amené votre chat, mais bon, ça se peut aussi. Mais prenons pour exemple que vous avez amené votre chien voir les feux d'artifice et que votre beau-frère a un bateau, vous amenez votre chien sur ce bateau-là. Et puis vous partez voir les feux d'artifice. Si vous ne le savez pas encore, je vous le dis tout de suite, feux d'artifice et chiens ne font pas bon ménage. Alors, vous êtes sur l'eau, premier feu d'artifice de la journée, bam, ça pète, votre chien saute à l'eau parce qu'il a vraiment peur. Alors, il se met à nager et vous le perdez de vue tranquillement. C'est le genre de choses que vous pouvez communiquer avec ces gens-là pour leur dire, écoutez, il y a un chien à l'eau, pour l'instant, on n'a pas réussi à le récupérer. Faites juste au moins être au courant que en ce moment, ça peut causer un danger pour les autres bateaux, ces choses-là. Donc, la garde côtière, c'est aussi tout ce qui est chien sur la glace, chien dans l'eau et que vous êtes dans des secteurs que nous ne desservons pas au Québec, ou du moins que nous ne desservons pas encore. Alors voilà, donc ça peut être une option pour vous. Alors on met les coordonnées justement de la garde côtière canadienne, on parle aussi de étoile 16 et du numéro 800. Hydro-Québec, tout ce qui est fil électrique, j'en parlais tout à l'heure. Tout ce qui est fil électrique, tout ce qui est installation électrique, tout ce qui implique l'électricité et qui n'est pas dans votre résidence personnelle, ça devient le ressort d'Hydro-Québec. Donc à ce moment-là, j'ai mis le numéro d'urgence, 790-2424 dans le 1-800. Ça, c'est vous appelez directement là-bas. Les gens sont là. Ça ne veut pas nécessairement dire qu'ils vont intervenir, mais au moins, c'est bon de les mettre au courant s'il y a un danger qui a rapport avec l'électricité. Vraiment, faut pas niaiser avec ça, Hydro-Québec. Ensuite, 435. Donc, la police et le ministère des Transports du Québec. On fait référence plus à la Sûreté du Québec pour tout ce qui est les routes à 2 chiffres et les routes à 3 chiffres. Donc, l'autoroute 15, l'autoroute 13, l'autoroute 30, c'est tout du 2 chiffres. Ensuite, les routes à 3 chiffres, 112, 116, 135, 325, 117, c'est tous les chiffres, c'est toutes des routes provinciales. Donc, sur ces routes-là, autant les 2 chiffres que les 3 chiffres, c'est le ministère des Transports du Québec qui a juridiction sur ces routes-là. Vous pouvez les joindre en composant le 511 et si vous voulez signaler un événement sur le réseau routier, vous faites l'option 2. Donc, 511, vous écoutez le menu téléphonique et fort probablement que ça va être l'option 2 pour pouvoir rejoindre quelqu'un qui est au CDT, qu'on appelle, le centre de communication, que cette personne-là va pouvoir envoyer des patrouilleurs de Transport Québec ou des policiers de la Sûreté du Québec. Là. Donc, et ces gens-là vont aller sur les lieux. Les véhicules sont équipés avec des grosses flèches de signalisation, des gyrophares, vont pouvoir dévier la circulation ou du moins fermer des voies. Donc ça, c'est ces gens-là qui ont juridiction. Souvent, on reçoit des appels pour des chats errants qui sont au milieu des autoroutes ou dans des ronds-points ou des accès autoroutes, des sorties ou des entrées. C'est eux qui ont juridiction sur ces endroits-là. Donc, si vous voulez les signaler, vous devez communiquer avec le 511. OK? Voilà. Ou sinon, étoile 4141 qui est la Sûreté du Québec. Et le dernier point, 436, c'est le ministère de la Faune. Donc, si vous avez un problème avec un animal de la faune, vous communiquez avec SOS Braconnage.
Alors, maintenant, on est rendu à 4.4 qui est l'équipement de protection individuelle. Ça, vous savez, en termes de premiers soins pour humains, c'est sûr et certain que l'équipement de protection individuelle, c'est beaucoup plus ancré dans les protocoles d'intervention. Les gants, les lunettes, les masques, c'est le genre de choses qu'on va retrouver souvent dans les protocoles d'intervention en fonction des situations. Chez les animaux, c'est pas tout à fait le cas. Il y a même des techniciens en santé animale qui me disent, ben là, pourquoi on porte des gants? On porte pas de gants en clinique. Donc, c'est juste que nous, on essaie de vraiment rendre ça le plus sécuritaire possible pour les gens à la maison. S'il y a des segments, on porte des gants, ça c'est sûr et certain. Ensuite, tout ce qui est lunettes, masques, c'est un peu moins d'actualité, j'en conviens. Par contre, tout ce qui peut éventuellement être intervention à l'extérieur sur votre terrain, vous devez utiliser un outil ou peu importe, et vous voulez déprendre un animal d'une fâcheuse situation, ben là, vous devez toujours porter l'équipement de protection adéquat. Donc, si ça se passe sur l'eau, on porte un gilet de flottaison individuel. Si ça se passe justement avec des outils, on peut porter des lunettes, tout dépendant le type d'outil, des gants, toujours des gants. Si vous avez à manipuler un chat qui est coincé quelque part, je veux dire, c'est toujours bon d'avoir des gants. Peut-être que vous n'allez pas avoir moins mal parce qu'il va pouvoir mordre à travers des gants de construction, mais au moins vous empêchez des blessures profondes et ça va un peu atténuer la douleur, mais ça va pas empêcher l'animal de vous mordre, mais au moins vous devez prévoir de l'équipement qui est là pour vous protéger. C'est ça qu'on entend par protection. Équipement de protection individuelle. Okay? C'est individuel à chacun, donc chaque individu a son propre équipement, gants, lunettes, casque, tout dépendant quel genre d'intervention que vous vous apprêtez à faire. Mais nous, dans notre travail, naturellement, on porte toujours des casques, même sur des interventions qui souvent semblent que la situation peut nous sembler anodine, on porte des casques parce qu'on veut toujours être protégé. On a des visières aussi sur nos casques, ce genre de choses-là. Voilà, donc pitchez-vous pas dans un magasin d'équipement de sécurité pour vous procurer des casques ou des protège-oreilles ou ce genre de choses-là. Sachez cependant que essayez d'avoir à portée de la main du moins au minimum des gants en nitrile pour pouvoir intervenir lorsque vous faites des premiers secours. 4.5, l'approche de l'animal. Alors, au niveau de l'approche de l'animal, c'est relativement simple, ok? Je ne développerai pas une demi-heure là-dessus. Vous devez approcher l'animal comme s'il s'agissait d'un enfant perdu, apeuré, abandonné. Vous devez approcher l'animal toujours dans le champ de vision de l'animal. Il doit vous voir approcher. Okay? Vous le prenez pas par surprise, par en arrière, en essayant rapidement de l'agripper pour lui donner des soins. C'est pas le genre de choses qu'on recommande. Si vous surprenez l'animal, si vous lui faites peur, vous allez éventuellement vous attirer beaucoup de troubles. Vous devez approcher l'animal toujours dans son champ de vision. Donc, l'animal est au sol, est blessé. Vous vous approchez toujours en fonction que vous puissiez confirmer du regard qui vous a vu venir. Essayez d'éviter de fixer l'animal dans les yeux parce que ça peut être perçu pour sa part comme une menace, dans le fond que vous voulez le confronter. Donc, essayez d'éviter de le fixer dans les yeux. Vous pouvez avoir votre regard là, qui va de chaque côté. D'essayer de le voir un peu du coin de l'œil, comme on dit. Donc ça, c'est important. Essayez d'approcher aussi un peu de côté, parce que votre posture est importante. La façon que vous vous présentez à l'animal, c'est vraiment important. Si vous arrivez, vous êtes imposant, vous faites 6 pieds 4 avec votre grosse voix d'homme, comment ça va? Puis là, vous vous placez au-dessus de l'animal dans un coin et que vous le forcez, c'est comme si vous le séquestriez.
Ça, c'est sûr et certain que ça ne donnera pas des bons résultats. On va utiliser une voix douce, une voix calme, on va l'appeler par son nom, ok, si c'est possible, et on va éventuellement demander son autorisation, entre guillemets, avant de s'approcher de l'animal. Si l'animal démontre des signes d'agressivité, on n'approche pas, ok, on attend, on va regarder si on peut pas faire un autre type d'approche ou un autre type d'intervention à distance, mais on va toujours essayer d'avoir le consentement de l'animal. Parce que même si c'est votre animal, c'est fort probable qu'il vous morde ou qu'il démontre des signes d'agressivité. Un animal blessé, un animal malade, c'est un animal dangereux. Ok, je tiens à vous le rappeler. Donc, toujours dans le champ de vision de l'animal, toujours en ayant une approche calme, douce, avec naturellement une voix qui va être rassurante, et on essaie tranquillement d'avoir son approbation. Ce qui m'amène au point suivant, ok? Les signaux d'apaisement. Les signaux d'apaisement, c'est une certaine forme d'approbation, mais j'aurais pu faire un cours de 33 modules et de 16 heures juste sur les signaux d'apaisement. C'est pour ça que nous autres, on ne veut pas rentrer dans tout ce qui est comportementalisme, on ne veut pas rentrer dans la communication canine ou féline. On va juste les survoler. Vous devez savoir que ça existe. Après ça, allez sur Google, allez vous acheter un livre chez Renaud-Bré sur les signaux d'apaisement. C'est vraiment un sujet que vous devez approfondir si vous voulez travailler avec les animaux. Les signaux d'apaisement, c'est un signal que l'animal va involontairement émettre, ok, aux gens autour de lui, parce que son but, c'est pas de communiquer avec vous. Son but ultime, c'est de se rassurer, de s'apaiser. Donc, c'est pour ça que ça s'appelle des signaux d'apaisement. Un chien qui va bâiller de façon excessive, donc vraiment trop, là. Un chien qui bâille aux 2-3 secondes, vraiment là, des bâillements très, très, très ouverts avec un petit son là, de silement à la fin. Donc ça, c'est un signal d'apaisement. Un chien ou un chat qui va se lécher, juste pour dire, 2-3 petits coups à l'entrée de la bouche, là, comme s'il voulait sumecter les lèvres. Donc ça aussi, c'est un signal d'apaisement. Donc, c'est des choses que les animaux vont démontrer, dans le fond, qui essaient de se calmer. Ce n'est pas une approbation ou une autorisation qui vous lance pour que vous puissiez l'approcher. Donc, il faut vraiment être clair là-dessus, parce que souvent les gens vont dire « Ah, c'est correct, il a bâillé, je vais pouvoir y aller. » Non, justement, il a bâillé de façon excessive, il s'est liché les lèvres, il vous regarde du coin de l'œil comme ça. C'est des signes qu'il est stressé et il essaie de se calmer. Ce n'est pas une invitation. Alors, ne pas confondre avec le manque de danger ou l'absence de danger ou l'absence d'agressivité. Il faut vraiment comprendre ça, faire la distinction entre le signal d'apaisement et le fait qu'il vous invite. Un animal ne vous invitera jamais à venir le manipuler, à moins qu'il se tourne sur le dos puis qu'il vous présente son ventre. Bon, là, ça, c'est le signe de soumission absolue. Mais dans une situation de danger, dans une situation d'urgence, c'est vraiment pas une bonne idée de considérer les signaux d'apaisement. Si vous avez une base en comportementalisme, si vous êtes éducateur canin ou ce genre de choses-là, vous êtes outillé pour savoir qu'un animal qui essaie de se calmer, c'est un animal qui peut justement représenter un danger. Parce que s'il essaie de se calmer, c'est parce qu'il est stressé à la base. Et un animal stressé, malade ou blessé, c'est dangereux. OK? Donc, les signaux d'apaisement, je vous invite fortement à aller faire des recherches là-dessus. Ça va éventuellement vous aider. Ce qui m'amène d'entrée de jeu au point 4.7, les signes d'agressivité. Les signes d'agressivité, naturellement, montrer les dents, avoir le poil hérissé au niveau du dos, hein, ça fait une ligne bien droite, là, ça part de la tête, ça s'en va jusqu'à la queue, comme un mohawk. Là. Donc ça, c'est un signe d'agressivité. Chez les chats, ça peut être beaucoup plus subtil. Hein? La communication des chats, c'est toujours plus subtil. Ça se passe majoritairement au niveau hormonal.
Et puis, nous, on détecte pas nécessairement les signes chez les chats. C'est pour ça que moi, encore une fois, je le dis, ceux qui ont peur des chiens, c'est parce qu'ils connaissent pas les chats. Un chat, lorsque ça parle pas, c'est dans un coin, ça vous regarde, ça parle pas, ça fait juste vous fixer. Danger, danger. C'est pas parce qu'il vous montre aucun signe que c'est sécuritaire. Dans les arbres, sur les poteaux hydroélectriques, quand un chat nous regarde et puis qu'on l'approche puis qu'il fait juste nous regarder puis qu'il fait aucun son, danger. OK? Alors, voilà, c'est ce genre de choses. Encore une fois, les signaux d'agressivité chez le chat, bon, le fameux, ce qu'on appelle feuler, cracher, ça, c'en est un signe. Ça veut dire, hey, rentre pas dans ma zone, je veux pas te voir ici. Donc, il faut respecter ça. OK? Cracher, naturellement, faire des bruits de chat pas contents. On les a tous déjà entendus, je vous les imiterai pas. Donc, un chat, quand c'est pas content, ça peut être extrêmement subtil, comme ça peut être assez spectaculaire. Même chose chez le chien. Un chien qui jappe, c'est pas nécessairement un chien agressif, mais posez-vous la question. Est-ce que je rentre dans sa bulle? Est-ce que c'est dangereux pour moi? Ensuite, 4.8, et je termine avec ça, c'est le mécanisme causal. On veut savoir qu'est-ce qui s'est passé. C'est le moment dans l'équation où, lorsque vous vous approchez de l'animal, vous devez vous poser cette question-là. Qu'est-ce qui s'est passé? En approchant, vous pouvez observer des signes autour de vous, puis vous dire, bon, il y a un fil électrique à côté de l'animal. L'animal est au sol, semble avoir des brûlures au niveau de la bouche, des brûlures au 3e degré au niveau de la bouche. Et j'ai un fil, une rallonge de lumière de Noël qui est grugée à côté de lui. Là, c'est d'une évidence même. Vous l'avez, votre mécanisme causal. Qu'est-ce qui est arrivé? Il a grugé le fil, il y a eu électrisation, il s'est couché naturellement. Alors ça, c'est votre mécanisme causal. Vous êtes en bordure de la 132, une route où on va passer quand même de façon rapide, et les voitures passent assez rapidement. Donc, l'animal est sur le bord de la 132, couché sur le côté, semble avoir un membre qui est sorti de son axe naturel. Donc, alors, à ce moment-là, le mécanisme causal, on ne cherchera pas de midi à 14 heures. Vous êtes sur le bord d'une voie rapide, vous avez un animal couché sur le côté, on va tout de suite établir que, fort probablement, bien sûr, sous toute réserve, l'animal vient de se faire frapper. Donc, en approchant l'animal, c'est pour ça que c'est important d'avoir une vision périphérique, d'essayer d'aller chercher le plus d'informations possible de ce qui se retrouve dans l'environnement pour éventuellement établir une cause. OK? Donc, il n'y a personne qui est là pour vous dire « Mon animal s'est fait piquer par une guêpe, une abeille, mon animal s'est fait frapper, mon animal a fait... » Non, là, c'est votre animal déjà, puis c'est d'essayer d'établir la cause de sa position actuellement. OK? Voilà. Donc, c'est ça qu'on entend par mécanisme causal. Essayez déjà, vous savez, à partir de maintenant, vous allez faire un travail d'investigation, essayer de savoir qu'est-ce qui s'est passé. OK? Donc, je vais vous en parler plus tard. Là, ça, on le voit plus en détail justement au niveau de la vérification secondaire, l'anamnèse, ces choses-là. C'est tous des modules qui s'en viennent où vraiment vous allez faire un travail d'investigation beaucoup plus complet. Mais pour l'instant, c'est une mini-investigation, une pré-investigation. Vous arrivez sur les lieux, il semble avoir quelque chose de pas normal, vous devez essayer de faire un lien de cause à effet. Le mécanisme causal, c'est ça qu'on entend au point 4.8, qui est le dernier point de l'approche sécuritaire de l'animal, module 4. Donc, vous voyez, ça avance bien. On commence tranquillement à rentrer dans le vif du sujet. Et le module prochain, c'est vraiment un module où là, on fait plus que commencer à rentrer dans le vif du sujet, on rentre dans le vif du sujet, l'évaluation du niveau de conscience, l'échelle que nous, on a baptisée AVTDI. Donc, c'est une échelle que vous allez comprendre, qu'on va tout vous expliquer ça en détail au prochain module, le module 5. Alors, j'espère que vous avez aimé le module 4. Soyez prudents, hein? Soyez toujours très, très, très prudents lorsque vous approchez un animal blessé, malade, stressé.
c'est, même si c'est le vôtre, ok, c'est ce que vous devez retenir principalement. Donc, vous devez vous préparer, vous devez avoir les outils à portée de la main, vous devez vous préparer mentalement, avoir tous les numéros dans votre téléphone intelligent, tous les numéros qui pourraient éventuellement vous servir, service animalier, bon, j'en ai parlé. Et naturellement les autres dangers, l'approche de l'animal, hein, on a une voix douce, on l'appelle calmement, on ne se fait pas imposant. Donc les filles, les femmes, vous allez avoir plus de facilité avec ça que les hommes. Donc ça, c'est le genre de choses qu'il faut regarder. Et ultimement, savoir qu'un animal stressé, malade ou blessé peut être un animal dangereux. OK? On se revoit module 5 avec l'évaluation du niveau de conscience.